T'as beau avoir la plus belle chambre d'accouchement, une baignoire parfaite, la couleur qui te ressemble, la playlist parfaite. Mais si t'as pas la bonne sage-femme à tes côtés, ça peut tout foirer. C'est important en fait d'avoir une sage-femme qui est connectée à toi, à l'instant, qui te met dans sa priorité. Parce que sinon en fait c'est comme s'il manquait quelque chose. Et ce manque, ça peut aller jusqu'à laisser des traces. J'ai envie de parler aujourd'hui en fait de la posture de la sage-femme authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une sage-femme authentique ? Je suis pour encore quelques heures en République dominicaine, donc quand vous écouterez cet épisode, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, je serai rentrée, puisque je suis vraiment sur le point de partir. J'avais déjà enregistré cet épisode de podcast dans ma chambre d'hôtel, mais je le sentais très plat, pas du tout animé, pas du tout avec le fil de toute cette énergie que j'ai pu ressentir pendant ce bootcamp. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Si tu suis sage-femme authentique depuis quelques mois, même un an et demi maintenant, t'as fait peut-être partie des gens qui ont connu Sage-Femme Authentique, le podcast, quand ça s'appelait encore Bulle de Sage-Femme, où j'étais motivée par l'envie d'avoir une connexion entre moi et ma pratique à la maison de naissance. Puis j'avais envie de continuer à défendre le droit des patientes, l'information, etc. Donc c'est vraiment le leitmotiv de ce podcast de manière globale, c'est de continuer à partager sur c'est quoi une naissance respectée, comment est-ce qu'on peut accoucher physiologiquement, quelles sont les choses dont on ne te parle pas suffisamment, démystifier, etc. Et donc en mars 2024, après mon bootcamp au Mexique, j'ai choisi, parce qu'au Mexique, j'ai senti ce besoin de changer de nom, ou en tout cas déjà à la base de qualifier la sage-femme que j'étais, et puis après de prendre la décision de changer le nom du podcast et donc de l'appeler Sage-Femme Authentique. Si tu veux, je te remettrai en lien dans l'épisode, dans la description de cet épisode, l'épisode où j'explique pourquoi est-ce que j'ai changé de nom, et cette histoire incroyable avec ce livre, Le Grand Voyage de l'Ikigai, qui m'a amené à toucher quelque chose que je ressentais déjà à l'intérieur de moi, mais pour lequel j'arrivais peut-être pas à être guidée, et que ça m'a énormément aidée. Donc pendant ces 10 jours là, avec mon coach et les acolytes du groupe avec qui je suis pour travailler sur le podcast, on a travaillé justement sur notre travail, qu'est-ce qui nourrissait notre podcast, qu'est-ce qu'on avait envie d'implémenter dans ce monde. Et je pense que c'est important de le dire parce que on peut avoir une vision, comme je l'ai jusqu'à présent, j'avoue, de vouloir changer les choses une naissance après l'autre, etc. Et pourtant, depuis quasi mon premier bootcamp qui était à Paris en mai 2023, je crois que toutes les personnes qui m'ont croisée m'ont instillé quelque chose sur le besoin de partager et puis le besoin d'accompagner, non pas que les parents, parce que ça finalement c'est quelque chose que je fais depuis toujours en tant que sage-femme. C'est ma posture de sage-femme qui accompagne les parents, qui leur donne des outils de compréhension, qui leur permet de comprendre ce qui va se passer, puis d'essayer de se faire respecter au maximum, puis de vivre une naissance en conscience, être acteur de la naissance de leur bébé.
Et puis, la réalité, c'est que parfois le système les broie. Le jour de ce bootcamp à Paris, on avait un travail à faire sur le storytelling. Donc c'est l'art et la manière de raconter des histoires. J'ai tourné autour du pot pendant 24 heures en me disant je ne sais pas quelle histoire est-ce que je peux raconter, je ne vois pas qu'est-ce que je peux raconter, jusqu'à ce que ça me vienne à l'esprit. J'avais besoin de raconter l'histoire de la naissance de Catherine. Catherine, c'est ma 4e fille. Enfin, ma 4e enfant, ma 3e fille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour où je dois vous raconter cette histoire. C'est pas une histoire facile à entendre, donc si jamais vous n'avez pas envie de vous confronter à ça, je pourrais tout à fait le comprendre. Ce jour-là, juste pour que vous en ayez l'idée, j'ai fait pleurer beaucoup de gens. Mais donc, Catherine, c'est mon 4e bébé. Et il faut savoir que pour mon premier, j'ai accouché à l'hôpital, accompagnée par une sage-femme, parce que mon mari ne se sentait pas à ce que j'accouche à la maison. Donc la décision, ça avait été d'accoucher à l'hôpital avec notre sage-femme, d'avoir un peu un cocon quand même pour pouvoir accoucher sereinement. Voilà, une naissance qui s'est très bien passée, tout allait bien. Ce qui fait que pour notre deuxième, mon mari a été déjà très enthousiaste dès le test de grossesse pour me dire cette fois on le fait à la maison. Et puis en fait ma fille elle a décidé, et assez tôt, puis moi je l'ai ressenti assez tôt aussi, qu'elle allait être en siège. Donc cette petite Joséphine, donc on savait pas si c'était un garçon ou une fille, notre petite Joséphine, elle est née en siège et on s'est battu pour qu'elle naisse en siège, c'est-à-dire qu'on a changé de gynéco, on a changé d'hôpital, on a bougé dans un lieu où on savait qu'on allait nous respecter, et où il y avait effectivement des protocoles et puis des choses que j'allais pas pouvoir faire comme je voulais, mais dans l'ensemble, on était quand même plutôt respectés. Je dois avouer que ce serait moi maintenant, il y a des choses que je refuserais, mais là, voilà, j'ai accepté. Et notre petite Joséphine est née donc voix basse à l'hôpital, en siège. Et puis notre troisième, notre petite Rose, ça c'est la naissance à domicile rêvée, dans la piscine, avec mes enfants autour, avec une petite musique parfaite, dans ma maison parfaite, avec mes enfants parfaits. Je dis ça pour rire évidemment, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'était vraiment extraordinaire et c'était, oui, parfait. Et puis, pour Catherine, on avait juste envie de renouveler cette expérience. On était dans le même endroit, avec nos enfants, avec la même sage-femme, avec les mêmes amis qui étaient présents pour s'occuper de nos enfants. Puis dans la réalité, il s'est trouvé que notre bébé a tourné au cours du travail. Elle s'est placée en siège. Alors, il y en a qui diront que c'est pas possible, mais moi je vous le dis, tout à fait possible, surtout un 4e bébé, il y avait de la place. Et donc elle s'est tournée au cours du travail, et quand j'ai rompu ma poche, j'avais des pertes bien spécifiques sur un siège. Donc ma collègue qui était présente s'est tout de suite rendue compte et a dit « Moi je pense que ce bébé est en siège ». Mon collègue qui était présent, même chose, ils m'ont examiné. Mon premier ressenti c'était de dire « J'ai pas peur du siège ». Évidemment j'ai pleuré, j'étais dans ma piscine, j'ai pleuré beaucoup, puis j'ai dit « J'ai pas peur du siège, j'ai déjà fait un siège ». J'ai pas peur du siège. Puis c'est mon 4e bébé, donc tout va bien se passer. Je suis partie avec cette idée-là, cette conviction-là que tout allait bien se passer, qu'il n'y avait pas de raison, parce que je l'avais déjà fait, et que voilà, j'avais confiance dans le processus, j'avais confiance en mon bébé, j'avais confiance en mon corps, je savais que je pouvais le faire. Puis voilà, du coup je sors de la piscine en donnant toutes les chances à mon bébé de bien descendre avec la gravité, en me disant que c'était me donner toutes les chances de mon côté que de me mettre dans la gravité. Et mon collègue a appelé l'hôpital où j'étais suivie, en tout cas la gynéco qui me suivait, en lui disant que le bébé avait tourné. Et elle nous a dit, venez, elle l'a déjà fait, on va le tenter. Bon, j'étais déjà à 8 bons centimètres, donc mon collègue ne s'est pas senti de faire le transfert en voiture, donc on a appelé l'ambulance. Puis pendant ce temps-là, mon autre collègue, elle était vraiment en mode « Allez Mélie, ça va aller ». Elle venait de faire une formation avec Isabelle Bravant sur les sièges inopinés, comme quoi les choses étaient alignées. Et elle me dit « Vas-y, ça va aller, ton bébé va naître ici, c'est ok, voilà ». Donc on fait ça. Je me mets à 4 pattes, je laisse venir les contractions, j'accueille.
Mais je trouve que cette ambulance, elle est arrivée très très vite. Et du moment où ces personnes sont rentrées, c'était le premier gros grain de sable dans l'engrenage de mes croyances, ma certitude. Parce qu'ils sont arrivés avec limite leurs grosses bottes là, en disant maintenant on arrête de jouer. Parce que, évidemment, j'ai demandé à ma collègue de leur demander d'attendre. Parce que comme je commençais à pousser, etc., je me suis dit, voilà, ce bébé il est là, autant le laisser venir, quoi. Et eux, ils ont vraiment été en mode, on arrête de jouer maintenant, ça suffit, on y va. Et ils n'ont pas voulu nous transférer vers l'hôpital de notre choix parce que c'était pas l'hôpital le plus proche. Donc on a dû choisir un des hôpitaux les plus proches. Et j'ai choisi l'hôpital le plus grand en me disant, j'aurais quand même plus de chance pour qu'il y ait une personne qui soit formée au siège et puis qui soit OK avec ça. Donc on est parti en ambulance. Ce transfert, ça a été l'horreur suprême. Se faire balloter dans l'ambulance sur ce brancard, avoir des contractions poussées dans l'ambulance, c'était effrayant, difficile. Je pense que là, mon taux d'adrénaline devait être tellement élevé. C'était vraiment un moment vraiment pas facile. Je me rappelle dire à ma sage-femme mais fais quelque chose, quoi, aide-moi. Tellement j'étais perdue. Puis on arrive sur place. Mon mari est déjà là. Il avait pris la voiture, il avait pris les devants le temps qu'eux fassent le transfert. Et arrivé sur place, une gynécologue de garde qui veut absolument faire une échographie. Alors j'ai rempli ma poche, je suis en travail, très en travail. Autant dire que l'échographie, elle est vraiment pas bienvenue pour moi. J'ai vraiment mal, elle appuie très fort. Elle est dans l'idée qu'elle doit absolument avoir des données pour pouvoir décider ce qu'elle doit faire, etc. Donc elle appuie très fort sur mon ventre. Et moi je dis arrêtez, vous me faites mal. Elle continue, elle appuie encore plus fort. Et puis je regarde sa tête et je regarde mon mari et je lui dis de toute façon c'est mort, ils me laisseront pas faire. Et il me dit comment ça? Je dis ils vont pas vouloir que j'accouche voix basse. Alors la gynéco qui m'entend dit bah oui, pour des raisons médico-légales, c'est sûr, on va pas vous laisser accoucher voix basse. Mon mari a cette phrase que je le remercie vraiment tellement d'avoir prononcée. Il dit mais vous allez pas lui faire une césarienne, elle a déjà fait un siège voix basse. Alors ils se basent pas sur ce qu'ils ont, mais sur ce qu'ils n'ont pas. Cette grossesse, elle m'avait vraiment allumé des peurs chez moi et notamment on avait perdu notre petite Marcelle avant. C'était notre 5e bébé en fait. On avait perdu notre petite Marcelle et les échographies me terrifiaient. Quand j'arrivais aux échographies, c'était pas du tout le moment de connexion, de voir son bébé. Non, c'était plutôt de l'angoisse, de la peur. J'étais toujours avec le palpitant. J'étais vraiment pas bien pendant les échographies. Et donc, on avait pris la décision de ne pas faire la 3e échographie. Donc, ils n'avaient pas la 3e échographie. Et ils étaient dans ce manque de données qu'ils n'avaient pas parce que j'avais pas fait cette 3e échographie. Et du coup, je pense que ça les tétanisait un peu. Puis voilà, elle me disait, c'est trop tard, c'est de votre faute, on ne peut pas estimer le poids du bébé. Voilà, puis je dis, mais j'ai déjà fait un siège voix basse. Oui, mais on n'a même pas de radiopelvimétrie, donc c'est une image qu'on fait pour vérifier un peu la grandeur du bassin. À nouveau, je lui dis, mais j'ai déjà fait une radiopelvimétrie quand j'ai fait mon siège voix basse. Voilà, donc en fait, j'ai l'impression de me battre un peu contre la mer, comme si j'avais voulu faire un fort contre la mer. Et évidemment, le fort, il est toujours englouti par la mer. Petit fort de sable. Chaque personne qui est rentrée dans cette pièce est rentrée avec une énergie qui n'était pas correcte, en fait. J'avais des sages-femmes qui voulaient constamment écouter le cœur de mon bébé, qui voulaient m'examiner, qui voulaient... Voilà. Je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues m'examiner alors qu'elles n'avaient pas du tout entièrement mon consentement. Elles n'avaient pas du tout mon consentement tout court. Moi, ça poussait très fort. J'avais envie qu'on me laisse tranquille, que je puisse reprendre mon pouvoir, reprendre mon ocytocine, me mettre dans ma bulle et puis accoucher de mon bébé. Mais il y avait constamment quelqu'un, des sages-femmes qui rentraient, qui disaient « Alors, c'est un garçon ou une fille ?» Moi, j'étais en colère. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et puis, c'était pas le plus important. Alors, je comprends bien que c'est un moyen de prendre contact avec la patiente. Mais là, dans l'état où j'étais, j'avais pas envie qu'on me parle, j'avais pas envie qu'on me touche, j'avais pas envie qu'on vienne saboter en fait mon accouchement. Puis en fait, petit à petit, on est venu mordre comme ça sur mon confort, sur ma confiance. J'ai une pédiatre, néonatologue qui est rentrée dans ma chambre et puis qui m'a dit
que mon bébé risquait de mourir si je ne prenais pas d'antibiotiques, parce que il n'avait pas mon statut de savoir si j'avais un streptocoque positif ou négatif. Et donc, il partait du principe que je devais avoir des antibiotiques, chose que je refusais en première intention. Et ça a été tellement jugeant. Elle m'a parlé de la mort de mon bébé plusieurs fois. Elle m'a dit que votre bébé peut mourir. Pourquoi est-ce que vous voulez pas des antibiotiques ? À un moment donné, j'ai crié, j'ai dit maintenant ça suffit, j'ai dit que je voulais pas. Elle a fini par partir. Mais c'était comme si à chaque fois j'avais quelqu'un qui venait de plus égratiner ma confiance. Je parle même plus de bulle là, parce qu'il n'y avait plus de bulle, clairement. J'étais plus du tout dans ma bulle. Cette bulle, elle était effractionnée. Il y avait tellement de monde qui venait dans leur peur, dans leurs croyances, puis qui venait me les coltiner, le coller sur la peau. C'était vraiment très très difficile. Et puis donc, la gynécologue qui était de garde, c'était une jeune PG en fait. Donc il a fallu qu'ils appellent la gynécologue en charge, qui est venue, et qui elle aussi était pleine de peur et de certitude, parce que quand je l'ai revue en postpartum, on a discuté ensemble, et en fait elle n'avait pas du tout les données qu'il lui fallait. Elle était dans des croyances très très fortes, et après je sais pas, certainement que la PG qui avait peur, parce qu'elle, pour le coup, je l'ai vue à quel point elle avait peur, rien que quand elle a fait l'échographie, c'est ça qui m'a fait dire à mon mari qu'il ne me laisserait pas faire. Et je pense que ça a distillé cette sensation à toute l'équipe. Quand je vous parle de l'adrénaline, quand je dis que l'adrénaline se transmet très très bien, c'est vraiment ça. Elle avait peur, elle a transmis sa peur, et tout le monde était dans cette peur. Alors que moi et mon bébé, on allait bien. Je veux dire que ma fille, elle a jamais montré aucun signe qu'elle était en détresse. Tout le monde allait bien. On aurait pu juste nous laisser le temps et nous laisser faire. Donc très rapidement, on a parlé de césarienne, on nous a descendu, etc. Pas vraiment le choix. Alors je vous dirais qu'à posteriori, j'ai fait 1000 fois ce scénario dans ma tête. 100 fois, 1000 fois, peut-être même 1 million de fois, j'en sais rien. Mais j'étais tétanisée à ce moment-là. Il n'y avait plus vraiment de choses à faire. Je me suis fâchée, j'ai crié, j'avais l'impression d'être possédée, et surtout que personne ne m'écoutait. Personne n'était là pour entendre ce que je disais. Je disais que je voulais pas de cette césarienne, et puis que je voulais qu'on me laisse tranquille. Je criais que je voulais pas qu'on me touche. C'était vraiment... et pourtant les gens me touchaient, et pourtant les gens ne m'écoutaient pas, et pourtant on m'emmenait vers cette césarienne que je refusais. Donc c'était vraiment... voilà. Puis j'en suis venue à baisser les armes, et puis à dire bon, si j'ai une césarienne, je veux que mon mari soit là. Puis surtout, je veux pas que vous me sépariez de mon bébé. En salle de réveil, je veux mon bébé avec moi. Je veux pas de séparation. On nous a installés dans cette salle de césarienne avec un anesthésiste qui est venu après. Donc j'étais d'abord, ce que je me souviens, c'est que j'étais dans cette entre-deux. On n'est pas encore dans la salle de césarienne, on est encore en bas dans la partie des blocs opératoires, mais je suis pas encore dans la salle. Et moi, ça pousse tellement fort, et je suis coincée dans ce lit, j'ai envie de me lever, j'ai envie de bouger, de danser, voilà. Et puis, à côté de moi, ils parlent de leurs vacances. Ils se racontent leur petite vie. Ils papotent, et moi, je crie. Et puis, j'ai quelqu'un qui me dit « Madame, maintenant, ça suffit, arrêtez de crier !» Moi, j'en peux plus, en fait. Mon mari est plus à côté de moi parce qu'il est en train de s'habiller pour pouvoir accompagner cette césarienne. Et moi, je pleure, je hurle. On m'installe dans la salle de césarienne. Et là, je dis à quelqu'un qui vient, parce que là, ça pousse vraiment fort. Et l'infirmière qui est sur place a dit quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Elle m'a dit maintenant, madame, ça suffit. Vous allez arrêter de crier. On va vous mettre votre péridurale. Vous allez avoir votre césarienne, et puis c'est tout. C'est un peu prends-toi ça dans ta face, quoi. Ferme ta gueule. Tais-toi. On a décidé qu'on faisait comme ça, et puis c'est tout. T'as pas le choix, t'as rien à dire. Et c'était tellement dur. Plus tard, j'en ai reparlé avec des collègues, elles m'ont dit « Mais c'est tellement fou !» Elle dit « Moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé de faire pousser une femme en salle de césarienne parce que le bébé arrivait, et que comme ça, elle a couché voix basse, et puis qu'il y avait rien à dire, elle était sur place, et voilà, quoi. » Mon mari est entré dans la salle, et il m'a dit a posteriori « T'avais l'air droguée, là, C'était complètement différent. » Évidemment, il m'avait passé quelque chose pour me calmer, l'anesthésiste. Un peu pour me rendre docile.
Pendant cette césarienne, j'ai essayé vraiment de me mettre en tête que le plus important c'était que j'allais rencontrer mon bébé. Que le plus important c'était que j'allais découvrir qui c'était et puis que c'était une belle chose, que c'était une bonne chose et que voilà. C'était tellement loin de ce que j'avais décidé, de ce que je voulais pour ce bébé. On avait dit qu'on ne connaissait pas le sexe du bébé, puis j'avais dit aussi qu'on voulait le découvrir nous-mêmes, que c'était très important pour nous. Et honnêtement, avec toute cette situation, c'était pas du tout le plus important pour moi, c'était d'avoir mon bébé sur moi. C'était de cajoler mon bébé, c'était de l'avoir contre moi et de lui dire que j'étais désolée qu'on ait fait ça et que voilà. Même ce moment-là, il nous a été volé. La gynécologue a passé notre bébé au-dessus du champ, lui écartant les jambes pour que je puisse voir son entrejambe et qu'on puisse voir que c'était une petite fille. Complètement irréel. Très loin de ce qu'on imaginait. Et c'est comme si ces personnes pensaient que c'était ça le plus important pour nous. J'en sais rien, mais vraiment c'était un peu ridicule. Donc une césarienne pour un bébé en siège, un 4e bébé, une femme très en travail, avec un antécédent de siège voix basse. J'avais de quoi être en colère, vraiment. J'avais de quoi être en colère. Puis après je me disais en plus, ouais. C'est vrai que c'était un dimanche, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait peut-être pas le ou la gynéco qui aurait accepté de tenter le coup avec moi. Voilà, c'est les gens de garde, pas vraiment le choix en fait. Dès le lendemain, ça a continué. Dès le lendemain, j'ai cette pédiatre qui était déjà venue la veille dans ma chambre d'accouchement, qui est entrée dans ma chambre sans toquer, sans rien, juste elle a ouvert la porte. Un peu comme moi, j'avais l'impression qu'elle avait l'énergie du tigre là. Et elle me dit aujourd'hui il y a une prise de sang pour vous et il y a une prise de sang pour bébé. Et je lui ai dit non, il n'y a pas de prise de sang pour bébé. Elle m'a dit si, c'est obligatoire. Et je lui ai dit rien n'est obligatoire. Elle dit mais c'est dans les protocoles. Je lui ai dit justement alors, c'est pas obligatoire. Elle me dit mais madame, là il n'y a pas de papier que vous pouvez signer pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que j'avais signé des papiers pour la vitamine K que j'avais refusé en intramusculaire et que j'avais accepté par voie orale. Pour ça on avait dû signer un papier. Et puis là, elle m'annonçait qu'en fait je ne pouvais pas refuser cette prise de sang et que je ne pouvais pas signer de papier pour dire que j'étais contre. Et donc, de toute mon énergie de mère prête à défendre mon bébé pour le coup, je lui dis hier vous m'avez obligée à la mettre au monde par césarienne. Là je suis bien là, je suis pas en travail. Et j'ai dit non en fait. Je lui dis regardez mon bébé, basez-vous sur la clinique. Elle va bien. Si elle montre le moindre symptôme, alors on lui fera une prise de sang. Mais avant ça, je veux pas. Je pense que quand on a une posture comme ça, on vient heurter leurs habitudes, leur chemin, leur manière de fonctionner de manière protocolaire sans questionner, puis surtout sans accepter que les parents puissent avoir une autre idée, une autre envie, d'autres besoins que ceux que eux estiment comme nécessaires. Et donc quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Mais madame, vous êtes très mal informée. Quand le bébé présente des symptômes, en fait il est déjà trop tard. Vous l'aimez votre bébé parce qu'on dirait que ça vous dérange pas qu'il meure. » C'était la 3e fois qu'elle me parlait de mon bébé mort quand même. Donc j'ai dit non en fait. Alors elle me dit en fait vous allez tout refuser. Vous allez refuser le Guthrie. Donc le Guthrie c'est un test qu'on fait maintenant à 48 heures. À l'époque on faisait ça entre 3 et 5 jours de vie. Maintenant on peut le faire à partir de 2 jours de vie. Mais donc elle me dit vous allez tout refuser, vous allez refuser le Guthrie. Je dis qui vous a dit que j'allais refuser le Guthrie? Elle dit parfait alors, on va faire le Guthrie et en même temps on fera sa prise de sang. J'ai dit mais on fait pas un Guthrie à moins de 24 heures de vie. Pour le coup, même maintenant qu'on a abaissé les taux, on ne fait jamais ça. Elle dit non mais on le refera. Je dis mais vous comprenez pas en fait, je veux pas que vous piquiez mon bébé si c'est pas nécessaire. Pas entendu, toujours pas. Et là, elle a une phrase. Elle me dit mais vous savez madame, je peux le prendre moi votre bébé. Je peux faire appel à la justice, puis je peux vous le prendre, votre bébé. Et puis elle part. Elle me laisse comme ça, là, en mode... Elle vient de me dire qu'elle allait me prendre mon bébé, qu'elle savait me prendre mon bébé. Alors, y en a qui diront, ouais, mais tu sais, c'est pas possible. Hein. Oui, enfin, rien n'était impossible. La veille, je me suis quand même déjà tapé une césarienne, alors que c'était pas du tout le plan initial, que je pensais être assez informée, savoir me défendre, avoir toutes les données pour pouvoir défendre ma situation. Dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Après cet accouchement,
J'ai été sincèrement en choc post-traumatique. Je suis réveillée la nuit en pleurs, je sursautais au moindre bruit. J'avais l'impression de m'être faite violer. J'avais l'impression de revivre des traumas que je pensais enfouis dans la terre. Et puis, en fait, ils étaient allés creuser avec leur énorme bulldozer, là, et ils avaient révélé ce que je pensais être loin de moi. Des abus que j'avais pu vivre, des situations de viol, etc. Et j'étais persuadée d'avoir réglé ça, et en fait, je disais que je m'étais sentie violée, effractionnée, brisée, broyée par le système. Ça m'a pris des mois pour comprendre que c'était pas de ma faute. J'étais persuadée que j'avais pas su me défendre, que j'avais pas utilisé les bons mots, que j'aurais dû être encore plus tigresse, j'aurais dû encore plus dire que je voulais pas, j'aurais dû me lever et partir. Enfin, ouais, c'est toutes ces images-là qui sont revenues à l'intérieur de moi quand je refaisais l'histoire en mode on aurait dû renvoyer déjà cette ambulance et leur dire que s'ils n'étaient pas capables de nous envoyer vers l'hôpital où on voulait, ben voilà. J'aurais dû dire à cette gynéco qui faisait son écho qu'en fait, elle avait pas le choix, que je voulais qu'elle me laisse faire, puis que j'étais sur place et que si c'était nécessaire, ben je la ferais cette césarienne, mais que là, on m'a pas laissé le choix, on m'a pas laissé le temps, j'ai pas eu le temps d'essayer. Et c'est de là que je viens, sur ce qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'était une personne qui me plaçait, moi, au centre de ce qui se passait. Moi et mon bébé, notre intérêt commun, notre besoin, notre histoire. Évidemment, personne ne nous connaissait. Évidemment, on arrive là, on nous a pris pour ceux qui ont essayé de faire un siège voix basse à domicile. C'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. On nous a jugés pour là où on était avant, puis là où on arrivait, dans la situation dans laquelle on arrivait. On nous a jugés, clairement. Et certainement que ça a cristallisé des peurs, des angoisses chez les gens. Puis cette gynéco à nouveau qui transpirait l'adrénaline, là, qui la transfusait, qui imbibait tout le monde de sa peur. Ça n'a pas aidé du tout. Mais j'ai pas trouvé une seule alliée sur place. Il n'y en a pas une seule qui est venue près de moi et qui m'a dit « Tout va bien, calmez-vous, on va voir ce qu'on peut faire ». Personne n'a fait ça. Personne n'a pris sa posture de se dire « Je vais rassurer cette femme, elle est en train de se perdre totalement là ». De la rassurer, de prendre le temps d'entendre ses besoins, d'écouter son histoire. Parce que, ok, j'étais en travail, mais j'ai dit plusieurs fois que j'avais eu un bébé par voix basse, etc. Mon mari, il a appuyé aussi, etc. Enfin, donc, on s'est vraiment retrouvés comme invisibles, comme, excusez-moi de le dire, mais open bar. Tout le monde pouvait mettre ses doigts dans mon vagin sans me demander mon avis. Quand je vous parle de viol, c'est réel. Et alors, quoi dire de ce ventre qu'on ouvre et puis dans lequel on va aller chercher votre bébé sans que ce soit nécessaire. Je suis heureuse que de nos jours, on puisse faire des césariennes parce qu'il y a des bébés qui sont en danger, qui ont besoin de sortir pour le bien de la maman ou pour du bébé. Je suis tout à fait au clair avec ça. La médecine, quand elle est nécessaire, sauve des vies. Je suis au clair avec ça. Mais là, la médecine m'a broyée. Et je ne suis pas la seule dans ce genre de situation, malheureusement. Je vous raconte mon histoire parce que c'est la mienne et que je suis capable d'en parler maintenant. Mais c'est des histoires de femmes chaque jour. Si c'est pas pour une césarienne, ça va être pour un déclenchement. Combien de femmes sortent traumatisées des naissances parce qu'en fait, on fait porter la plus-value, l'espace le plus haut au médecin, au protocole, avant la femme, avant le bébé, avant la famille. Combien il y a de gens qui sortent de nos hôpitaux détruits? C'est pas rien. C'est important de se rendre compte en fait que notre posture peut tout changer. Il m'a manqué cette sage-femme authentique qui aurait pu être à mes côtés. On a besoin de sages-femmes authentiques partout. Pas que à domicile, en maison de naissance, en gîte intra-hospitalier, plateau technique. On en a besoin partout. Des sages-femmes authentiques dans les salles d'accouchement, en maternité, en consultation prénatale. Des sages-femmes authentiques à l'école. Des sages-femmes authentiques en planning familial. On en a besoin partout.
en procréation médicalement assistée. Il est temps de prendre conscience qu'on déshumanise tellement les soins. Il y a encore cette maternité merveilleuse des Lilas qui a fermé en France le 31 octobre. Une maternité qui était tellement humaine, où les sages-femmes aimaient aller en stage, tellement c'était une philosophie ancrée sur les droits des femmes, qui a fait des IVG avant les lois pour justement militer et dire qu'en fait les femmes ont des droits. On ferme les petites maternités, puis en fait on ouvre des gros mastodons, des lieux où on fait 4000, 5000 naissances par an. Où est l'humanité là-dedans ? Comment est-ce qu'on fait du suivi à l'échelle humaine dans des lieux où on accueille 4000 à 5000 bébés par an ? On nous fait miroiter la technologie, on nous fait miroiter les merveilleuses chambres d'accouchement, les merveilleuses chambres de maternité, mais est-ce que c'est ça l'essentiel ? Est-ce que c'est ça l'important ? Tu peux avoir la plus belle salle de naissance, la playlist parfaite, tout bien, mais si tu n'as pas la sage-femme ancrée à tes côtés, ça foire, surtout si elle a peur. Surtout si elle doit manager 4, 5 naissances en même temps et puis qu'en fait, elle vit des situations de stress à côté, etc. L'ancrage, c'est important. Je suis persuadée qu'on doit changer des choses au niveau institutionnel, politique, mais une sage-femme après l'autre, je suis persuadée qu'on peut redonner du sens. Quand on change la posture, quand on rallume la flamme à l'intérieur de soi, qu'on se rend compte que ce qui prime, c'est pas le protocole, c'est ce que vit la patiente. Alors oui, dans un hôpital, on peut pas faire fi des protocoles comme ça, mais c'est important de se poser les bonnes questions, de poser des gestes en conscience. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de ma patiente, là, maintenant, à l'instant, que je romps sa poche ? Est-ce qu'elle est d'accord pour que je romps sa poche ? Est-ce qu'elle est d'accord pour que je l'examine ? Ça peut peut-être donner cette impression que ça complexifie le travail, mais en fait, c'est parce qu'on a pris l'habitude de dire que c'était comme ça, puis qu'on n'avait pas le choix. Un peu comme cette sage-femme qui m'a dit « Maintenant, vous allez avoir votre anesthésie, vous allez vous taire, et puis vous allez avoir votre césarienne, et puis c'est tout. » C'était plus facile pour elle de me dire ça, que me dire « Je comprends, c'est compliqué. Attends, on va essayer, on va pousser, on va voir un peu où est-ce qu'il en est ton bébé. » C'était plus facile de me dire « Tais-toi, ferme ta gueule, tu vas avoir ta césarienne, et puis c'est tout. » Que de prendre cette posture de « Je vais te défendre, puis en fait, je vais dire que ça poussait. » Et on va accueillir ton bébé comme ça, c'est ok. Et même sans parler de m'aider à pousser, etc., ça aurait été juste une personne qui m'entende et puis qui me calme, qui vienne près de moi, puis qui me rassure, qui m'exprime un minimum peut-être de compassion, mais en tout cas d'accompagnement. Vous savez, on accompagne des gens, on dit que les sages-femmes ont fait le plus beau métier du monde. Mais déjà, c'est pas forcément vrai, dans le sens où en tout cas, l'image qu'on a de c'est trop beau, vous êtes là au moment des naissances, mais on est aussi là parfois dans des moments qui sont vraiment difficiles. On peut être là au moment d'un arrêt de grossesse. On peut être là au moment de faire naître un bébé sans vie. On peut être là au moment d'une interruption médicale de grossesse. Une intervention volontaire de grossesse. Les sages-femmes, elles sont au plus proche de l'intime, dans des moments qui sont comme charnières, et puis les femmes sont tellement vulnérables. Elles ont besoin d'avoir à leur côté ces sages-femmes ancrées, ces sages-femmes qui les mettent au centre de leurs préoccupations. On a besoin, les sages-femmes, de retrouver notre pouvoir, de se rendre compte que c'est nous qui sommes dans les salles de naissance, que c'est nous qui sommes au chevet des patientes, constamment. On est les plus à même de prendre leur défense. Et de nos jours, quand je regarde les réseaux sociaux, etc., j'ai cette impression que ce qu'on doit enseigner aux gens, c'est comment se défendre contre le système. Constamment. Si on te dit ça, dis que tu veux ça. On te dit qu'on va clamper le cordon tardivement, dis que tu veux qu'il soit blanc et pas avant. On te dit qu'on va augmenter l'ocytocine, dis ça. Enfin voilà, c'est que je vois beaucoup de contenu de ce genre-là sur les réseaux sociaux, comme si justement les parents devaient se battre contre le système. Que l'accompagnant doit avoir cette posture de je suis là pour défendre ma femme. Si on mettait plus de conscience, si on mettait les patientes au centre de notre attention, si c'était elles et leur bébé avant tout, et oui, quand c'est nécessaire et qu'il y a des actes médicaux qui sont à poser, les expliquer. J'ai des sages-femmes qui m'ont contactée après mon
épisode sur l'électrode interne qu'on vient visser sur le scalp des bébés. Puis cette vidéo que j'avais fait pour montrer c'était quoi exactement cette petite électrode. Vous pouvez aller sur la page Instagram pour aller voir si vous voulez. J'ai des sages-femmes qui étaient en colère que je partage ça, en mode Mélissa c'est pas cool parce qu'après les gens voudront plus. Ce que tu fais là c'est pas bien parce que tu leur donnes de l'information mais en fait c'est pas bien, ça va nous empêcher de travailler. Dans la réalité, je pense que cette collègue, si ça l'a autant mis en colère, c'est parce qu'elle faisait peut-être partie de ces sages-femmes qui disent on va juste mettre une petite électrode, qui font croire qu'on la colle sur la tête du bébé. Dans la réalité, si c'est vraiment nécessaire, tout comme une césarienne réellement nécessaire, une femme, elle va pas dire non. Si on lui explique et qu'on lui dit, bon, voilà la situation, voilà pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça, mais en étant clair, pas en essayant de modifier l'histoire pour qu'elle accepte un acte que je veux absolument poser, alors que je sais pertinemment que si je lui dis tout, elle va refuser, parce que c'est pas réellement nécessaire. Les femmes sont pas folles. Et malheureusement, en fait, elles se laissent broyer par le système parce que justement, on met en lumière le danger pour leur bébé. Personne ne prend de risque pour son bébé. Mais on l'utilise tellement à outrance. Regardez cette gynécologue qui m'a dit 3 fois que mon bébé allait mourir. Parce que je prenais pas d'antibiotiques. Un jour, je vous ferai un post sur les antibiotiques parce que ça me ronge de l'intérieur d'en parler. Et en même temps, c'est à contre-courant de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, etc. Mais juste y mettre de la conscience. Un jour, un pas après l'autre. On a besoin de sages-femmes authentiques partout. On a besoin de sortir de ce mode pilotage automatique. On a besoin que les sages-femmes s'alignent à ce qu'elles font, ce qu'elles croient juste. Qu'elles prennent en compte en fait le cœur de l'histoire. Cette femme, ce bébé. Savoir à quel point en fait elle peut tout changer dans le vécu. Même dans les pires moments. En fait la femme qui accouche, elle est comme sur une rivière, dans sa barque. Elle rame, selon le courant, selon sa force, etc. Ça va être plus ou moins long. La sage-femme qui est conditionnée, elle va regarder sa montre, elle va tirer sur la corde pour que ça aille plus vite, elle va lui dire « Allez, maintenant on y va, hein, allez, encore. » La sage-femme authentique, elle veille. Elle veille au courant, elle va aider la femme, elle va remettre la rame si la rame elle tombe. Mais elle va lui dire « Tu peux y arriver, je suis là, tout va bien. Si tu tombes, je serai là. » Ça change tout en fait. On devrait respecter ce moment tellement sacré de la naissance, quelle que soit la naissance. On peut avoir de tellement beaux moments, que ce soit à une césarienne, même quand on met au monde un bébé sans vie. Je suis persuadée qu'en mettant un peu plus de sacré, de conscience, de présence, on change le vécu des patientes. Vous l'aurez compris, moi ce que je pense maintenant, c'est que oui, je peux changer une naissance après l'autre. Je peux accompagner des parents dans le maximum de ce que je peux leur apporter. En espérant que voilà, il n'y aura pas d'histoire que feront que les équipes médicales prendront le dessus, etc. Je peux continuer à faire ça. Et je vais continuer à le faire évidemment. Que ce soit à travers les accompagnements, les préparations à la naissance, les accompagnements postpartum, etc. Que ce soit les naissances à domicile ou en maison de naissance avec l'équipe de la bulle. Évidemment que je vais continuer ça. C'est l'essence même de ma pratique. Et j'aime à rappeler justement que je pratique, que je mets tout ce que je vous dis, je le pratique au quotidien. Mais je pense que maintenant, c'est important que les sages-femmes se relient entre elles, qu'on rallume notre flamme, qu'on se rend compte à quel point on peut être puissante et qu'on peut renverser des choses aussi par notre posture de sage-femme. Je suis persuadée en fait qu'on est dans un moment charnière. On doit dire qu'on est le spécialiste de la physiologie. On doit acter la place des sages-femmes dans les salles de naissance. Il est temps en fait de reprendre notre pouvoir de sage-femme. Et moi c'est ça que je veux mettre en place. Je veux qu'on se relie ensemble. Je veux qu'on puisse parler ensemble, quels que soient nos lieux de pratique. Je veux pouvoir échanger avec mes collègues de l'hôpital parce que pour moi, elles sont essentielles. On a besoin des sages-femmes authentiques partout. Alors je vais ouvrir, vous savez, cette communauté que j'ai ouverte aux étudiants de sages-femmes, je vais l'ouvrir. J'avais créé une maison pour les étudiants de sages-femmes. Eh bien, je pense que je vais créer un village. Le village authentique. Parce que vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant.
eh bien je vais ouvrir un village authentique, un espace où il y aura toujours la maison pour les étudiantes sages-femmes, parce que pour moi c'est essentiel qu'elles aient cet espace de parole, de sororité, d'échange. Donc en fait, si jamais t'écoutes ce podcast et puis que t'es étudiante sage-femme et que t'as envie de nous rejoindre, le lien est dans la description de l'épisode. Et puis, je vais ouvrir une maison de sage-femme, histoire qu'on puisse faire des échanges sur des cas qu'on a pu rencontrer, qu'on fasse de la supervision, puis aussi qu'on puisse grandir ensemble, changer les choses petit à petit, discuter de qu'est-ce que l'une fait pour aménager telle chose, etc. Je suis persuadée qu'on peut changer ensemble. Et puis vous donner accès à des vidéos. Je suis en train de créer des mini-cours spécifiques, comme par exemple l'accouchement dans l'eau, qui souvent vient, un peu remuer comme ça les praticiens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et si jamais vous avez envie que je fasse d'autres choses, parce que je pensais aussi par exemple à l'auscultation intermittente, etc. Mais si vous avez envie que je fasse d'autres mini-cours, vous pouvez me laisser des liens. Vous pouvez me contacter par message privé sur Instagram, puis me donner aussi les choses que vous aimeriez que je développe. Et puis cette communauté, justement quand je parle de village, elle va s'ouvrir encore et encore, mais je pense que l'étape qui arrive, c'est les sages-femmes authentiques. Que les sages-femmes authentiques à travers la Belgique, la France, le Canada, le monde entier, qui sait. J'ai envie de rêver qu'on puisse s'allier ensemble et pouvoir échanger et pouvoir comme se renforcer ensemble pour dire qu'on est ces pionnières, on est ces personnes-là au centre qui pouvons faire la différence, reprendre notre pouvoir, rallumer cette flamme intérieure et ne pas être juste drillé par la peur, par les protocoles, remettre notre expertise de sage-femme au centre et accepter que quand c'est nécessaire, on va avoir besoin de la médecine, mais que quand c'est pas nécessaire, en fait, c'est bien qu'on accepte que c'est nous qui menons le jeu. Alors, je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour pouvoir se préinscrire à cette communauté du village authentique et venir agrandir cette maison des sages-femmes. J'ai vraiment hâte d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas à venir en message privé pour qu'on puisse communiquer ensemble si vous avez envie justement de changer cette vision de la sage-femme comme moi, pour ne plus avoir de situations comme celle que j'ai vécue et que d'autres patientes vivent chaque jour. Venez me rejoindre. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.